Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8. Donc, cette semaine, je retrouve Daniel et Jean-Claude qui sont venus parler autour de leur livre Courriers oubliés, qui raconte les tout débuts de leur histoire, mais aussi, c'est aussi un témoignage d'une société, les années 50 et les années 60, qu'on a un petit peu oubliées. Donc, bonjour Daniel et Jean-Claude. Bonjour. Donc, dans votre, comme je le disais en début de semaine, votre livre, c'est avant tout, au départ, c'était parti d'un recueil de vos lettres que vous vous êtes échangées abondamment pendant vos débuts de votre relation. Et vous y avez ajouté au fil, j'imagine, de la construction de ce livre, donc vos enfances, et aussi plein de photos. Et hier, nous parlions de votre parcours comme enfant de troupe, et c'est vrai qu'on a aussi les photos. Vous parliez de vos déplacements au Pâques à danser, et il y en a une notamment dans votre livre où on vous voit tous. Alors, il y a les porteurs de drapeaux, mais vous avez 8-10 ans, quoi. Oui, j'avais 10 ans. Et là, vous êtes en rang de nuit. Enfin, c'est très strict. On avait une vie militaire, au-delà de notre scolarité, qui était normale. Tout le reste était très très militaire, donc nous avions l'habitude. Là, c'est le 11 novembre, donc 2 mois après mon intégration dans cette école, eh bien, nous défilons aux Andelys, au Pâques à danser, avec la musique et le drapeau, comme n'importe quelle autre unité militaire. En uniforme. Et vous suiviez aussi les cours en uniforme. Ah oui, nous n'avions pas d'autre tenue que la tenue militaire. Voilà, donc là aussi, un conditionnement qui aurait pu déboucher sur une carrière militaire. Oui, ça aurait dû, c'est ce qu'aurait souhaité mon père, mais moi j'ai découvert la vocation d'enseignant quand je suis arrivé en seconde, avec un prof de gym qui était mon pion dans cette école et qui m'a orienté vers cette formation, qui m'a donné le goût. Et alors à ce moment-là, j'ai voulu quitter évidemment ce milieu militaire, ce qui n'a pas été facile évidemment, étant donné les contraintes que ça me donnait. Mais dans l'avenir, j'ai été quand même amené à faire mon service militaire. Donc, comme j'avais un vécu militaire déjà assez poussé, assez riche, eh bien, je n'avais pas d'autre solution que de faire les EOR, c'est-à-dire l'école d'officier de réserve. Ce que je n'ai pas regretté parce que j'ai appris plein de choses. Et puis après, je fais une carrière d'officier de réserve. J'étais chef de corps d'une unité de réserve. J'ai fait beaucoup de sport au bataillon de Joinville. J'étais entraîneur pour les équipes de France. J'ai fait plein de choses dans le milieu militaire. Et donc j'ai terminé ma carrière fort brillamment comme colonel de réserve. Voilà. Donc je n'ai pas complètement quitté le milieu militaire. D'accord. Donc vous avez fait vous avez une carrière parallèle en fait, oui, à votre formation d'enseignant. Voilà, un peu aussi pour prouver à mes parents que même si je n'avais pas choisi la belle carrière militaire, j'avais quand même réussi à en faire une. En sourdine, mais elle était là quand même. Oui, quoi. Oui. Donc ça, c'est votre parcours. Donc, nous avons parlé de votre parcours à vous, Daniel, qui était, lui, très conditionné. Vous avez eu 2 parcours d'embrigadement dans des milieux différents, mais quand même très conditionnés, qui a marqué aussi les débuts de votre relation, même si le militaire qui sommeillait en vous, lui n'avait pas de contrainte particulière à vivre cette histoire. Non. Notre rencontre est tout à fait... c'est le hasard qui fait très bizarrement les choses. Vous vous êtes quand même rencontrés au mess des officiers. Au mess des sous-officiers, où mon père travaillait. C'était lui le gérant du mess. Et donc, mes relations étant plutôt compliquées avec mon père, étant donné le fait que j'avais décidé de suivre une voie universitaire plutôt que militaire, eh bien, comme je venais de réussir le concours de P1, qui est la première année du professorat d'éducation physique, et en plus un autre concours tout à fait
exceptionnel qui a été donné à 20 étudiants en France cette année-là. C'était un nouveau concours qui me donnait un statut d'élève professeur, qui allait me donner une sorte de salaire, de pré-salaire, ça s'appelait un pré-salaire, qui allait me donner presque l'autonomie financière. Donc, libérer mon père, mes parents de ma charge, quoi. Voilà. Et puis vous, par la même occasion. Voilà. Et donc, j'avais donc pris rendez-vous ce soir-là avec mon père, là où il travaillait, pour manger avec lui, au Mess des sous-officiers à Rennes. Et c'est là que je rencontre ma sœur, qui venait juste de terminer son concours d'infirmière avec une copine. Qui fêtaient leur diplôme. Voilà. Elles fêtaient toutes les deux leur diplôme, et j'arrive, moi, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et là, pour leur annoncer, moi aussi, quelques bonnes nouvelles, et faire connaissance avec cette petite brunette, là, que je trouvais plutôt mignonne, d'ailleurs, hein, et qui était un peu exubérante, parce qu'elles fêtaient leur diplôme, quoi. D'ailleurs, elle me propose à ce moment-là de sortir, finir la soirée avec elle. Et moi, je leur dis bêtement, ben non, je ne sors pas avec vous parce que j'ai rendez-vous avec une autre fille. Comment se griller? C'était le début de notre rencontre, et un début plutôt scabreux. N'est-ce pas, Daniel? Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez eu un parcours quand même, comme on a pu le voir en début de semaine, très très marqué par la religion. Vous êtes devenue infirmière. Là, on se dit, ça y est, elle va s'échapper de cette chape de la religion. Et en fait, premier emploi... Une clinique où il n'y avait que des bonnes sœurs. Voilà. J'étais la seule infirmière civile. Laïque. Dans cette clinique. Et j'avais ma chambre dans la clinique. Et ça a juste fait perdurer, en fait, cette notion de religion, en fait. Oui. Et ça ne posait pas de problème. Vous, en tant que laïque, de travailler avec des sœurs... C'est étonnant d'ailleurs qu'elles acceptaient des religieuses, des infirmières civiles. Oui, j'étais la première parce que j'étais dans le milieu, donc c'est comme ça que j'avais eu ce poste. Et puis peut-être avec le parcours que vous aviez eu auparavant. Oui. Ils se sont dit, on va peut-être la récupérer. Oui, je pense, et peut-être que la religieuse de ma commune là, était intervenue aussi pour que je travaille là-bas, hein, c'est bien possible. Hein. Oui, et puis de se dire peut-être qu'un jour elle va changer d'avis et elle va devenir religieuse. On va finir par la récupérer quand même. En tout cas, moi qui l'ai rencontrée à ce moment-là, j'ai vu qu'elle se retrouvait dans un milieu quand même assez contraignant. Par exemple, moi je viens pour la rencontrer quelques jours après l'avoir rencontrée pour la première fois, ce que nous avons raconté tout à l'heure. Eh bien, il y avait tout un régiment de bonnes sœurs qui m'attendaient à l'entrée de la clinique pour me regarder, m'ausculter, m'observer pour voir. Fallait montrer pas de blanche. Hein. J'étais sans doute le mauvais sujet qui venait la sortir de son milieu protégé pour la jeter probablement dans les flammes de l'enfer, oui, je ne sais pas. Mais d'autres exemples, Daniel n'a pas eu le droit de porter le pantalon. Là-bas, parce que c'était indécent. À tel point que quand j'allais voir Jean-Claude, je me changeais dans la voiture, le long de la route, je mettais un pantalon. D'accord. Elle surveillait jusqu'à votre tenue, quoi. Ouais. D'ailleurs, on le voit, vous avez eu quelques démêlés avec la mère supérieure. On a l'impression, de l'extérieur comme ça, que la vertu et la morale sont largement aussi importants que vos compétences professionnelles d'infirmière, finalement. Ah oui, on était vraiment surveillés, quoi. C'est... Même notre courrier était ouvert aussi. Pas ouvert quand même, non. Mais surveillé. Daniel me demande à un moment donné, quand je lui envoie, vous savez, je mettais toujours un petit signe d'affection au dos de la lettre, un petit cœur ou un petit truc comme ça. Il me dit non, arrête de mettre des petits trucs comme ça, parce que la mère supérieure regarde tous mes courriers en long, en large et en détail, mais l'enveloppe, et sans doute qu'elle doit avoir des préjugés sur nous deux, quoi, voilà. Oui, et elle va même jusqu'à reconnaître à un moment donné, on sait de qui vient l'enveloppe, on reconnaît l'écriture. Voilà. Donc c'était quand même ausculté, le courrier. Elle connaissait mon écriture sans me connaître. C'était quand même une surveillance, et ça ne vous pesait pas. Vous étiez habitué, depuis que vous aviez 6-7 ans, vous étiez dans ce régime, en fait. Oui, tout à fait, oui. C'était pas trop lourd. Tu étais dans un milieu très protégé en même temps. C'est-à-dire c'est un milieu très fermé, très protégé. Donc elle était
Très surveillée. Elle pouvait exercer son métier qu'elle adorait sans problème avec ses malades et tout. Et puis quand elle sortait de ses malades, elle se retrouvait dans sa chambre, probablement au milieu des autres bonnes sœurs, vous voyez qu'il y avait des chambres à côté. Et elle mettait son poste parce qu'elle aimait bien les chansons d'amour. Et puis elle prenait son courrier pour commencer à m'envoyer des lettres et me répondre des choses, des fois un petit peu compliquées, parce que nous n'avions pas les mêmes vues sur la religion. C'est vrai que donc, dans vos lettres, on voit bien que les débuts ont été un peu compliqué, hein, quand même. On sent on sent le coup de foudre immédiat. Daniel, c'est la prudence. On va le refroidir un peu, lui, parce que une période glaciaire. Les lettres sont quand même très enflammées dès le départ. Oui, après, c'est une passion. Il fallait que je réfléchisse. C'était le bon numéro, je dirais. Si c'était celui que Dieu vous avait choisi. Exactement. En fait, notre rencontre avec Daniel, qui c'était aussi le premier week-end chez mes parents, puisque le lendemain elle est retournée dans ma famille, à Dinan, où moi je retournais aussi pour faire un tournoi de foot d'ailleurs, peu importe. Et donc on s'est retrouvés le soir au bal tout à fait par hasard, parce qu'elle elle sortait de son côté, moi du mien avec mes copains de l'équipe de foot. Et c'est par hasard qu'on s'est retrouvés dans un bal. Et qu'on a commencé à copiner, quoi, si l'on peut dire. Et alors, cette première soirée a été extrêmement... Moi, j'étais scotché par cette rencontre avec cette jeune fille, mais elle n'a pas du tout été à l'écoute de mes tentatives d'approche, parce que comme elle a dormi chez moi, et le soir, j'ai les baratiné tant que j'ai pu pour essayer de l'embobiner un petit peu, mais elle m'a fait un bon petit bonsoir très 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 sélect, et elle m'a abandonné sans le moindre petit baiser, rien du tout. Notre première rencontre a été quand même extrêmement frustrante pour vous, chaleureuse de ma part et très froide de sa part, voilà, en gros, voilà. Mais c'était quand même un début. J'étais peut-être encore sur le fait que tu avais une copine, non ? Je ne sais pas si tu me l'avais dit. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais rendez-vous avec une copine la veille, mais c'était pour rompre avec elle. Mais oui, parce que mais vous n'aviez pas été jusque dans les détails. Ah, je n'avais pas raconté ça, évidemment. Donc elle ne pouvait pas le deviner. Je voulais partir l'esprit libre à Bordeaux comme étudiant, donc je voulais arrêter cette vous vous êtes délesté d'une pour finalement... Voilà, je suis tombé d'un gros problème avec l'une, avec un gros problème avec l'autre. Et alors, dans vos lettres, c'est vrai qu'on a un petit peu, je pense, du mal à se remémorer cette époque où c'était le seul moyen de communiquer. Le téléphone coûtait très cher, comme vous disiez, l'essence, vous étiez un peu quand même désargenté parce que vous n'avez pas touché vos premiers salaires tout de suite, il a fallu attendre. Il a fallu attendre 6 mois, oui. Et donc on voit dans vos lettres, c'est aussi l'occasion d'y mettre votre quotidien. Moi j'ai été très surprise de votre programme de prof de sport. Quand vous le dites, oui. Et c'est vrai que j'imagine que 50 ans après, vous aviez peut-être oublié que votre quotidien était fait de contraintes. Enfin, c'était vraiment... Alors, vous mettez un moment dans votre programme de sport. Alors aujourd'hui, 3 heures de lutte gréco-romaine, 1 heure de volley, un match de foot. Vous êtes dans 3 équipes, 2 foot, 2 rugby, 2 hand, plus une équipe d'athlétisme, plus les cours. Mais après, quel sport vous n'avez pas fait À l'époque, on avait une formation pluridisciplinaire et on pratiquait tous les sports, mais il fallait tous les connaître. Plus on était formé dans chaque activité sportive, et mieux ça valait. Pour faire un bon prof de gym, il fallait savoir parler de toutes les activités physiques que l'on allait faire pratiquer à nos élèves. Mais en plus, il fallait être, si possible, très très bon dans 2 ou 3 disciplines que nous prenions comme option lors du concours final pour le professorat. Et aujourd'hui encore, le programme est aussi dense en matière de sport ? Non, ça a bien changé. Maintenant, on demande aux gens d'être très bons dans une discipline ou 2, et puis on a oublié un petit peu tout le reste, ce qui, à mon avis, n'est pas très favorable à la formation de nos enseignants actuels. C'est un petit peu dommage que l'on ne fasse plus pratiquer autant d'activités, quoi.
Parce que physiquement, là, faut tenir quand même. Hein. C'est un rythme. C'est des rythmes de marathoniens là. Cela explique que de temps en temps, je prenais un petit peu de retard pour envoyer mes lettres d'amour à ma petite chérie, qui me réclamait ça avec beaucoup d'assistance. Enfin, ça dépendait de la période de notre relation, parce que pendant ces 2 années, disons, épistolaires, il va se passer des choses dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire qu'au début, la religion sera un obstacle très très important, parce que moi je ne pratiquais plus la religion, et pour Daniel c'était impossible d'imaginer de fréquenter quelqu'un qui n'allait pas à l'église, quoi. Et puis petit à petit c'est démêlé avec les bonnes sœurs, et puis surtout l'arrivée de l'année 68 qui va faire évoluer les mœurs quand même, hein, va faire qu'elle va évoluer toute seule par rapport à la religion, et que ça ne sera plus jamais un problème pour nous après, quoi. Jamais. On le sent d'ailleurs dans l'évolution du ton de vos lettres. Au départ, bon voilà, on va calmer les ardeurs de... On calme les ardeurs de monsieur, et puis petit à petit, on sent que c'est vous qui commencez à vous prendre au jeu, si on peut dire, et à vous enflammer et à réagir quand Jean-Claude ne vous envoie pas des courriers aussi assidûment qu'il le faisait à ses débuts. Il n'y a plus besoin d'ailleurs, puisque vous avez bien senti que le poisson était accroché à l'hameçon. Donc... Oui, mais il m'aura fallu quand même 2 mois, 2 mois de lettres de plus de 10 pages chacune pour lui expliquer que l'amour, ça passe avant tout, même avant la religion. Et que ça surmonte tous les obstacles. Voilà, et ça, il a fallu que je fasse beaucoup preuve de psychologie, de pédagogie, de tout ce que vous voulez pour arriver à la persuader. Et petit à petit, c'est nos lettres qui vont faire que... En fait, on a fait un roman d'amour à distance, par courrier. Et petit à petit, moi, je crois que j'ai emballé ma copine par amour. Vous avez fini par l'emballer, oui. Voilà, et qu'elle a fini par être persuadée que finalement, effectivement, bon, la religion c'est important, mais l'amour c'est important aussi. Et puis quand elle va tomber vraiment amoureuse, c'est avant Noël, avant qu'on se revoie, quoi. À ce moment-là, mes lettres vont devenir une nourriture spirituelle pour elle. C'est-à-dire que quand je n'envoyais pas des lettres tous les jours ou tous les 2 jours, elle commençait à être en manque, à paniquer. Elle me disait, bon, j'espère que je ne t'oublierai jamais, alors qu'en fait, j'avais simplement oublié pendant une journée parce que j'étais trop fatigué par un match de foot ou de rugby. Eh bien, elle paniquait aussitôt, quoi. Ça s'est renversé au bout de 2-3 mois. Mais alors, pendant les 2 années qui vont suivre, avant notre mariage, tout ça, ça va évoluer encore beaucoup, parce que nos courriers étaient devenus notre façon de nous soutenir, de soutenir notre amour, quoi. Et elles sont... Et de vous faire patienter l'un l'autre, quoi. Ces lettres étaient devenues votre lien, passion, quoi. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça qu'on les a retrouvés avec autant d'émotions, finalement. D'émotions, mais autant d'étonnement aussi, parce qu'on avait oublié tout ça. Mais moi, au départ, pendant 2 mois ou 3 mois, c'était pratiquement insuffisant pour se connaître, quoi. Pour moi, c'était comme ça. Alors que pour toi, dès le départ... Oui, non, mais c'était le coup de foudre. C'était le coup de foudre. C'était plus réfléchi, je dirais. Enfin... les pieds sur terre, les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est ce qu'il met dans les courriers d'ailleurs. Et alors, quand on s'est retrouvés au bout de 3 mois, donc à Noël, Daniel travaillait, elle n'avait pas de vacances puisqu'elle venait de commencer son emploi. Elle avait juste son réveillon, et puis moi je suis allé voir 1 fois ou 2 sur son lieu de travail pendant ses temps libres. On est resté très très sélect, quoi, et simplement le besoin d'être l'un avec l'autre suffisait. De parler, simplement de se... D'être en présence l'un de l'autre, finalement. De se confirmer qu'on était amoureux l'un de l'autre. Et quand moi je suis reparti à Bordeaux, Daniel m'a envoyé des lettres, mais alors qui étaient... Ah, ça y est. Qui étaient formidables. Je te connaissais mieux, disons, voilà. Aussi. Hein. Et là, c'était parti. Là, c'était parti. On va garder la fin pour demain. Même s'il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein, on sait bien comment ça a fini. Parce que vous êtes encore là 50 ans après, 52 ans. Il y aura encore quelques petites surprises. Oui. Alors, on les garde pour la conclusion de notre semaine.
demain, puisque ce sera notre dernière journée. En attendant, lecture et à demain. Daniel et Jean-Claude, courriers oubliés. Je me trouve donc le lendemain soir aux messes de Rennes, où travaillait mon père, pour dîner avec lui et lui annoncer les bonnes nouvelles me concernant que j'étais plutôt fière de lui apprendre. Je trouve à sa table ma sœur Toinette, ainsi qu'une petite brune plutôt mignonne, prénommée Danielle, quelque peu exubérante, et pour cause, elle fêtait ce soir-là la fin de leurs études et leur succès au diplôme d'infirmière. Elles me volèrent donc un peu mon effet auprès de mon père. Nous n'avions tous que des bonnes nouvelles, le repas fut donc très agréable, et pour cause. Les filles me proposent alors de sortir avec elles pour finir la soirée. Je décline l'invitation en leur annonçant très bêtement que j'avais rendez-vous avec une autre fille, ce qui était vrai. Mais évidemment, en disant cela sans réfléchir, je coupais par avance toute éventualité de copinage avec cette Danielle. Elle a aussitôt enregistré que j'avais une copine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais décidé depuis quelque temps de stopper cette relation qui durait depuis quelques mois. Cette fille était certes très gentille, mais ne correspondait pas complètement à mon goût, et puis je voulais partir l'esprit libre à Bordeaux pour la suite de mes études. J'ignorais qu'en quittant cette fille, j'allais tomber de Charybde dans Scylla avec cette petite brunette que je venais tout juste de rencontrer le temps d'un repas. Après cette soirée rennaise, un peu tendue pour moi, les adieux avec mon ex-copine ne s'étant pas faits sans douleur, j'arrive le lendemain midi à Dinan pour déjeuner chez mes parents, devant aller l'après-midi jouer à un tournoi de football avec mon club à Quévert. Je trouve dans la cour une belle voiture toute neuve avec tous les accessoires modernes pour l'époque, et je m'attarde à l'admirer, quand mon grand-père, installé tout à côté, en train d'affûter sa faucille, m'interpelle et me dit « Elle te plaît la voiture ?»« Bien sûr !»« Eh bien, si la voiture te plaît, commence donc par t'occuper de la fille. »« Quelle fille ?»« La propriétaire, évidemment. » Intrigué par cette remarque pleine de bon sens, je rentre alors chez mes parents et découvre que la propriétaire n'est autre que la jeune fille rencontrée la veille, la mignonne petite brunette, Danielle, venue avec ma sœur continuer de fêter son diplôme chez mes parents. Le repas se passe bien. Évidemment, je suis un peu gênée de mes propos de la veille, me fais donc aussi discret que possible, mais ne voilà-t-il pas que pendant le repas, dans l'euphorie du succès, l'apéritif aidant peut-être aussi, la copine de Toinette annonce très solennellement que maintenant qu'elle a son diplôme, elle va pouvoir s'occuper des garçons. Je n'étais pas très futée à l'époque. Je n'ai pas beaucoup évolué depuis. Mais j'ai quand même aussitôt percuté que j'étais un garçon. L'après-midi, les filles me suivent et assistent au tournoi de football auquel je participe. Mais il semble bien que ni mes exploits footballistiques ni le galbe de mes mollets n'aient impressionné outre mesure la donzelle, puisque le soir, la voilà partie avec ma sœur au bal, sans se préoccuper de moi. Il faut dire, pour être plus exact, que c'est peut-être moi qui l'ai négligé, parce qu'à l'époque, les garçons du club de football avaient pour habitude de prolonger la troisième mi-temps par une sortie entre copains. Les filles n'étaient pas invitées à ces escapades consistant à faire le tour des bals de la région, de boire une bière ou deux dans chaque lieu, de jeter un coup d'œil intéressé sur le public féminin présent, puis, selon notre estimation, notre virée repartait vers un lieu espéré plus prolifique en proie féminine de premier choix à conquérir. C'est ainsi qu'en fin de soirée, nos pérégrinations nocturnes nous amènent par hasard à Saint-Pierre-de-Pléguin, petit bled dont je n'aurais plus le moindre souvenir si je n'y avais retrouvé là ma sœur, mais aussi sa copine Danielle, très occupée à danser un rock endiablé avec un inconnu. Le slow suivant, ce même énergumène se jette dessus pour se serrer contre elle,
Je la vois en train de risquer le torticolis en essayant d'échapper aux tentatives pressantes de ce dragueur un peu trop entreprenant. Je décide alors d'intervenir en prenant sa place d'autorité. Ce que la petite Danielle sembla apprécier, soit qu'elle se trouva enfin débarrassée de cet individu un peu trop collant, soit qu'elle me trouva plus prévenant dans mon comportement. Mais on ne le saura jamais. Allez savoir ce qui se passe dans le subconscient d'une jeune fille dans cette situation. Nous passons le reste de la soirée sur la piste de danse. Nous faisons alors connaissance et, pour ma part, je découvre une jeune fille très à mon goût, très agréable à tenir dans mes bras, finalement moins sauvage qu'elle ne l'était avec son précédent cavalier. Il faut dire qu'étant la copine de ma sœur, je devais me tenir bien autant que possible, mais aussi parce que j'étais déjà sous le charme. La tenir dans mes bras en lui susurrant quelques banalités de circonstances me comblait. Cependant, lors de mes investigations corporelles sur ma danseuse, je découvre à son doigt une bague et lui demande « Tu as un fiancé ?»« Ben oui », me répond-elle en souriant. Ce qui me laisse pantois pendant un long moment, jusqu'à ce qu'elle m'avoue que non, c'était juste une plaisanterie, mais qui ne me firent pas rire du tout. C'était le début de mes souffrances avec cette nana. Je l'écouterai un peu plus tard chantonner le refrain à la mode, Alice, d'Eddie Mitchell, qui passera plusieurs fois lors de cette soirée, et dont elle se souviendra toujours. Était-elle émue par cette musique langoureuse, ou par les pressions délicates que j'exerçais avec grand tact sur son anatomie ? Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.